On a abordé vraiment beaucoup de points sur les cours sur l'environnement. Là, je voulais revenir sur une chose totalement différente pendant cette période de révision, que sont les océans, avec un sujet de dissertation bien précis qui est: les océans sont-ils les nouveaux espaces de la puissance? Une dissertation assez classique que vous pourriez avoir. On en a vu tout au long de l'année des relativement plus complexes. Celle-ci peut être traitée avec détail. Comme toute bonne dissertation, elle commence par une citation, celle de Sir Walter Raleigh, qui justement explique comment la guerre, la stratégie et le commerce sont liés. Puis vous allez vers des généralités un petit peu sur la fin des 19e, 20e siècle, justement où on vous explique le renouveau des tensions qui sont liées à la mondialisation, à la montée d'autres acteurs comme la Chine, et vous annoncez un plan. Alors le développement, on va le voir par la suite. Alors, conception intéressante que vous devez amener dans le développement, que vous pouvez amener, là, celle des grandes puissances américaines et britanniques, qui avaient développé une conception de totale liberté, mare liberum, pour la mer, parce que ça facilitait la circulation de leur flotte et leur propre domination, justement, sur la mer. On passe à l'autre conception en latin de mer fermée, ça donne mare clausum, avec les accords de Montego Bay, qui territorialisent la mer peu à peu. Alors l'argumentation se poursuit sur des réflexions liées à la guerre froide, hein, l'expression de la puissance soviétique et américaine, notamment à travers les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Puis justement, une réponse qui est les océans ont toujours été les espaces de la puissance des grands États, avec une transition qui permet d'aller sur la territorialisation et sur les tensions qu'on peut avoir, notamment en mer de Chine ou dans certaines zones d'Amérique latine. Alors ici, j'ai sciemment zoomé sur le schéma afin que vous puissiez éventuellement le reproduire si vous avez envie dans une copie, mais surtout que vous l'ayez bien en tête. Cette distinction entre la haute mer, la souveraineté juridique avec les ressources qui se placent dans la ZEE, les eaux territoriales et les zones côtières, vous voyez là c'est 24 000, on trouve des définitions quand même assez différentes hein, selon justement le droit de la mer. Alors la seule chose que je reprocherais à cette dissertation du manuel Belin, clairement, c'est de manquer d'exemples très concrets pour illustrer cette argumentation. On vous met l'exploitation des nodules polymétalliques qui contiennent des métaux rares indispensables au développement des nouvelles technologies, gna gna gna, tout ce qui peut faire des conflits, mais vous devez aborder à un moment des cas concrets qu'on a observés en classe, comme par exemple la politique chinoise en mer de Chine méridionale, où les Indiens donc, ou les Indiens face au Pakistan et les tensions qu'il peut y avoir dans certaines zones du monde par rapport à ça. Alors, vous avez la surveillance des routes maritimes, les détroits, l'importance du détroit de Malacca, tout un tas de choses qui sont rappelées. Et vous avez une transition vers les espaces d'affrontement entre États et les conflits qui peuvent exister, notamment autour de l'appropriation des richesses. Et là, c'est clairement la Chine qui doit être mise en exergue dans cette dernière partie, parce que c'est l'OTC que vous avez étudié. Alors, très bon schéma que je vais commenter pendant presque une minute parce qu'il est relativement facile à faire si vraiment vous schématisez aussi bien que ça, pour pouvoir dessiner justement la fameuse zone des 9 traits, la langue de bœuf si vous voulez, des 10 traits maintenant autour de Taïwan, et ce que la Chine entend défendre dans cette zone. C'est-à-dire à la fois des positions stratégiques vis-à-vis de ses ennemis, vis-à-vis de Taïwan et des États-Unis, mais aussi des ressources qui sont recherchées. On voit d'ailleurs le contrôle d'une zone maritime très vaste, hein, qui est une zone de circulation essentielle entre l'océan Indien et la mer de Chine, mais on voit aussi les tensions entre Malaisie, Vietnam et Taïwan, par exemple, ou les Philippines avec la Chine, et qui n'ont pas pour l'instant les moyens militaires de réellement monter en gamme face à cette Chine continentale. Seul le Japon et Taïwan, dans une autre mesure, ont certains moyens militaires pour y faire face. Alors là, on a clairement une réflexion qu'on a menée, nous, plusieurs fois de front, sur la montée en puissance de certaines puissances, sur la capacité de projection, où là, vous pouvez définir ce qu'est la capacité de projection, la dissuasion, l'importance des marines historiques britanniques, chinoises ou françaises, même si on voit que la marine russe, ces derniers temps, rencontre également des difficultés, et un rappel très clair sur le fait que l'US Navy est la seule marine capable de se projeter partout.
Alors là-dessus, je vous enjoins clairement à rappeler le nombre de groupes aéronavals, de porte-avions américains, 11 porte-avions nucléaires, le nombre de sous-marins nucléaires dont on avait parlé, la France et la Chine ou le Royaume-Uni qui s'équivalent à peu près de ce côté-là, sauf du point de vue des porte-avions. Comme vous le savez, les Chinois sont sur le point d'en mettre un troisième à l'eau, mais un porte-avions nucléaire cette fois-ci. Donc les ambitions chinoises transparaissent à travers ça. En divers points intéressants de la conclusion qui sont que la maritimisation et l'appropriation, la territorialisation des océans sont des miroirs de la puissance, mais de la même manière, justement, on vous parle du théorème de Castex, hein, qui est un politologue, qui lie puissance terrestre, aérienne et maritime pour rappeler l'hégémonie américaine. Oui, la puissance américaine est liée à l'ensemble de ses capacités de projection qui comprennent aussi la puissance spatiale qu'on voit par ailleurs dans le chapitre.